Accueilli au mois de juillet comme une rockstar sur la Canebière, Iliman Ndiaye arrive bientôt au terme de sa première saison du côté de l'Olympique de Marseille. Et s'il faut bien s'avouer une chose en ce début de vidéo, c'est qu'elle n'a pas été à la hauteur de l'immense storytelling estival autour de sa venue. Celui qui était attendu comme le nouveau crack de la cité phocéenne par certains n'est devenu que le jongleur de Saint-Charles pour d'autres, et les avis sont régulièrement passés d'un extrême à un autre. Mais comment trouver la vérité autour de la première saison d'Iliman Ndiaye? Eh bien, comme souvent, elle se trouve dans le juste milieu, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Massilia Zone. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle juste de ne pas hésiter à nous donner de la force en vous abonnant à la chaîne YouTube ou en vous abonnant à nos autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour le référencement, ça aide énormément la chaîne. Et bien comme dans chaque vidéo d'analyse, on va commencer aujourd'hui par un petit point de contextualisation. Pas uniquement parce que j'adore ça, mais surtout parce que c'est essentiel pour comprendre le pourquoi du comment de la saison d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye a été recruté cet été pour 14 millions d'euros par l'OM à la suite de sa première saison complète du côté de Sheffield. Le Sénégalais connaissait une véritable montée en puissance chez les Blades puisqu'il avait réussi à décrocher la montée en Championship en inscrivant 14 buts et en délivrant 10 passes décisives, mais également avec les Lions de la Teranga puisqu'il avait eu la chance de découvrir la sélection la saison passée en disputant notamment la Coupe du Monde en décembre 2022. Et c'est finalement au terme d'un exercice harassant, après avoir disputé une quarantaine de matchs de Championship. On sait que le Championship, c'est un championnat qui est toujours difficile à disputer, où il y a énormément de matchs, où c'est très intense, mais également une saison sans coupure, puisque la Coupe du Monde s'est déroulée au mois de décembre et qui n'a pas eu de trêve hivernale, mais également un long parcours en FA Cup, où son équipe était allée jusqu'en demi-finale, que Iliman Ndiaye arrive à l'Olympique de Marseille cet été. Là, on a un joli dessin de ce qui entoure l'arrivée du Sénégalais à l'Olympique de Marseille cet été, avec tous les éléments énoncés, mais on a quand même oublié pas mal de choses, notamment d'un point de vue personnel. Déjà, l'atmosphère qui entoure la signature du Sénégalais à l'Olympique de Marseille, plusieurs semaines de négociations très intenses, très médiatisées, qui ont clairement fait le dossier de l'été dans le mercato olympien, avec une pression qui s'est accumulée sur les épaules du joueur, sur toutes les parties au cours d'une négociation très longue entre l'Olympique de Marseille et Sheffield United. Et c'était clairement vraiment le dossier qui était au centre du mercato olympien pour un joueur de Championship, alors que dans le même temps, et dans mes souvenirs, ça avait clairement éclipsé cet événement, il y avait par exemple Pierre-Emerick Aubameyang qui signale l'Olympique de Marseille. C'est quand même une forme de pression considérable au cours de l'été qui s'est abattue sous les épaules de l'international sénégalais, surtout qu'elle s'est couplée par exemple à la naissance de son premier enfant ou de son deuxième enfant, qui avait notamment pendant une période repoussé sa réflexion entre le choix de rester à Sheffield et de découvrir la Première Ligue avec le club qu'il avait révélé, ou celui de rejoindre son club de cœur. Et dans l'attente de la finalisation de son transfert, dans l'hésitation de sa prise de décision, naît déjà une forme de pression. On se rappelle que par exemple, le dirigeant saoudien de Sheffield United avait tenu à rencontrer personnellement Iliman Ndiaye, alors que d'un autre côté, sur les réseaux sociaux, la pression s'intensifiait autour de son choix pour qu'il choisisse de représenter les couleurs de son club de cœur. Cette pression, elle va être d'autant plus accrue, elle va atteindre son point maximal du fait que Iliman Ndiaye, 7 jours après son arrivée à l'Olympique de Marseille, on lui a demandé d'aller en Grèce du côté du Panathinaikos pour disputer un tour préliminaire de Champions League dans une équipe qu'il ne connaissait pas, en ayant 30 minutes dans les jambes, une équipe qu'il ne connaissait pas et qui était en pleine reconstruction, et on lui demandait d'être un élément important puisque titulaire de cet Olympique de Marseille. Et finalement, c'est ce qui va conditionner, mais surtout expliquer ces débuts difficiles qui vont, pendant une certaine période, laisser à désirer. Rajouter par la suite la perte d'un proche, le départ de Marcelino Garcia, l'arrivée de Gattuso avec qui le courant ne passe pas du tout aussi bien tactiquement que humainement, et on a là un cocktail explosif qui nous explique en partie pourquoi Iliman Ndiaye n'a pas eu un rendement satisfaisant au cours de ses premières sorties du côté de l'OM. D'un point de vue extérieur, personnellement, à l'époque, j'estimais très sincèrement qu'il y avait un problème autour de l'analyse d'Iliman Ndiaye d'une double dimension. Tout d'abord, celui de l'attente autour du joueur. Il y avait clairement une incompréhension générale autour de ce qu'on devait attendre d'un joueur qui venait de réaliser sa première saison complète en Championship. Certains pensaient qu'il s'agissait du successeur d'Alexis Sanchez et on attendait donc le nouveau leader de l'attaque olympienne aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, c'est encore une fois certainement lié à la hype, au storytelling qui a entouré le dossier au cours de l'été, mais il fallait vraiment être fou
au mois de juillet ou au mois d'août pour penser que Iliman Ndiaye, qui avait une bonne saison en Championship, une saison très louable en Championship, allait être le leader de l'Olympique de Marseille et allait avoir un impact immédiat sur cette équipe, c'est-à-dire à qualifier l'OM en Ligue des Champions dès le mois d'août à lui tout seul, ou à réaliser même ne serait-ce qu'un gros début de saison avec tous les éléments qu'on a énoncés. Et deuxièmement, l'autre problème selon moi renvoyé à la complexité qui allait entourer la première saison du Sénégalais du côté de la Canebière. Il faut quand même se rappeler qu'il n'a pas connu les débuts les plus simples pour une recrue à l'Olympique de Marseille. Il y a tous les arguments personnels qu'on a cités, il y a le départ anticipé de Marcelino qui voulait le recruter et qui voulait en faire un élément central dans son projet de jeu pour l'associer avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe, l'élimination inattendue en LDC face au Panathinaikos ou encore l'adaptation au jeu français après plusieurs années du côté des divisions inférieures en Angleterre. Il y avait là, selon moi, plein d'éléments qui expliquaient pourquoi cette saison allait être difficile pour Iliman Ndiaye et pourquoi il fallait prendre en compte tous ces facteurs dans notre analyse en fin de saison, mais également en cours de saison. Il rejoint un OM qui, pour la énième fois, se reconstruit et connaît une très grosse crise au mois de septembre. Rajoutez à ça qu'il s'agissait d'une saison où il y allait avoir la CAN en janvier et que, comme dit précédemment, Iliman Ndiaye avait déjà connu une saison chargée en 2022-2023. Et pourtant, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a évoqué, les performances du Sénégalais en première partie de saison ont pu laisser entrevoir à certaines reprises, lors de certaines séquences, les qualités du joueur qu'on avait pu voir du côté de Sheffield. On peut notamment penser à la bonne série de matchs qu'il avait pu faire au mois de septembre, qui avait rimé avec le début du mandat de Gennaro Gattuso, paradoxalement. Je me rappelle par exemple de son match à Monaco, où je crois qu'il marque son premier but. Également ses matchs contre Brighton, si je ne dis pas de bêtises, ou encore Le Havre, qui avait été très intéressant. En plus, il avait été positionné, je crois, dans un poste d'ailier droit qui rentrait dans l'axe et qui combinait avec Amin Harit et un Jonathan Klaus qui, lui, prenait le couloir. Et on avait vraiment eu un Iliman Ndiaye très intéressant sur cette séquence qui s'est avérée décisive, je crois, à plusieurs reprises. Je crois qu'il fait une passe décisive et un but sur cette séquence. Mais le Iliman Ndiaye de l'OM est encore très loin de celui de Sheffield à cette époque, et même encore aujourd'hui, si on se dit la vérité. Et les bouleversements internes, son utilisation très étrange par Gattuso et son manque d'efficacité, voire de chance à certains moments, on peut par exemple penser à son occasion contre le Panathinaikos en première mi-temps au match retour, Iliman n'a pas pu montrer l'envergure de son talent. Et si Iliman n'a pas pu montrer ce dont il était capable à de nombreuses reprises, c'est aussi à cause de l'utilisation qu'en ont fait ses coachs. Et là, je pense particulièrement à Gennaro Gattuso. Comment expliquer que pendant 70% du mandat de l'entraîneur italien, Iliman Ndiaye a évolué sur le flanc droit, un poste qui n'est pas le sien, où il ne performait pas du côté de Sheffield, parce que c'est justement son remplacement par Paul Heckingbottom comme un joueur axial qui a lancé sa carrière, mais surtout parce que l'Olympique de Marseille cet été a négocié pour recruter un joueur d'axe. Alors, comment expliquer qu'Iliman Ndiaye a autant joué sur le côté pendant le mandat de Gattuso? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de gâchis? Bref, si le jongleur de Saint-Charles a été mauvais pendant une bonne partie du mandat de Gennaro Gattuso, c'est aussi à cause du frileux féroce de Milan. Mais s'il est très difficile de douter, pour toutes ces raisons, des qualités intrinsèques de l'international sénégalais, il faut tout de même être beaucoup plus exigeant avec son rendement. Certes, l'approche de Gennaro Gattuso a été criminelle lorsqu'il a été le coach de l'Olympique de Marseille, particulièrement avec Iliman Ndiaye, mais ce n'est en aucun cas une raison pour se satisfaire de 50% du contenu des prestations d'Iliman Ndiaye sous la mandature du coach italien. Lorsqu'Iliman Ndiaye était aligné par Gattuso sur le côté, sur le flanc droit la plupart du temps, on avait l'impression que ça lui posait problème et surtout que ses prestations, elles étaient clairement inquiétantes. Je pense particulièrement à la réception de Metz, je crois fin janvier ou début février, où il nous réalise un match qui est juste catastrophique, où il n'arrive pas à passer Mathieu Hudol de la rencontre, et je crois qu'il sort assez tôt dans la rencontre, mais son rendement était vraiment mauvais, et c'est là où on a eu l'émergence des premières critiques, des premières remises en question au niveau du transfert, où certaines personnes se sont permises de remettre en cause les qualités intrinsèques du joueur. C'était aussi corrélé avec un rendement statistique qui était clairement insatisfaisant, puisque Ndiaye a inscrit je crois, entre le mois d'août et le mois de février, même pas 2-3 buts. Et il faudra enfin attendre le départ de Gennaro Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset pour voir un Iliman Ndiaye qui rend enfin satisfaction aux supporters de l'Olympique de Marseille, qui justifie enfin son investissement et qui paraît surtout enfin libéré. On sait que Jean-Louis Gasset, lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, il a procédé d'une autre manière que Gennaro Gattuso. Il a relancé pas mal de joueurs qui ne jouaient pas sous Gattuso, comme par exemple son compatriote Ismaël Assar, mais aussi Iliman Ndiaye, à qui il a donné du crédit, à qui il a donné de la confiance. Et le Sénégalais lui a plutôt bien rendu sur le terrain, puisque dès l'arrivée
de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Iliman Ndiaye s'est montré décisif. Il y avait notamment le match contre Montpellier où, en plus d'être buteur, il rend énormément satisfaction puisqu'il est l'homme du match. Et on avait l'impression à cette époque-là que c'était enfin le déclic pour Iliman Ndiaye, qui venait tout juste d'inscrire son premier but en Coupe d'Europe face au Shakhtar Donetsk une semaine auparavant. Libéré de Gennaro le Maléfique comme l'ensemble du collectif olympien, Iliman Ndiaye est plus juste, plus décisif, plus tranchant dans ses choix et il devient une menace offensive constante. En témoigne sa prestation face à Villarreal en Coupe d'Europe où je ne me rappelle plus s'il avait été décisif, mais en tout cas il avait été dangereux pendant toute la rencontre pour son vis-à-vis qui était Eric Bailly. On avait enfin l'élément offensif tant attendu au cours de l'été, très bon dos au but, capable de faire des différences entre les lignes, de faire des décalages, d'éliminer ses adversaires, de percuter le Iliman Ndiaye que l'Olympique de Marseille avait recruté. Pour autant, on a globalement l'impression que depuis la dernière trêve internationale, certainement à cause de l'enchaînement des matchs, certainement à cause de la fatigue, Iliman Ndiaye est beaucoup plus brouillon. On peut notamment penser à sa prestation face au Paris Saint-Germain qui a été très difficile avec une première mi-temps où il a saccagé pas mal de transitions pour l'Olympique de Marseille, ce qui a encore nourri un changement de veste, on va dire, de la part de l'opinion publique des supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient remontés dans le train Iliman Ndiaye et qui depuis en sont ressortis. Quoique ça a peut-être changé depuis sa dernière entrée contre l'Atalanta. Mais alors venons-en à la question finale. Iliman Ndiaye est-il pour autant un flop? Eh bien évidemment, ma réponse c'est non. À la limite, on peut juger que sa première saison est décevante, mais le condamner à être un flop, ça serait non seulement négliger le contexte exceptionnel qui entoure sa venue et sa première saison, mais aussi occulter la nécessité d'une adaptation pour une première saison et toute la pression qui est venue s'accumuler sur ses épaules. Sincèrement, on l'a tous remarqué depuis son arrivée, ça lui est énormément reproché ces dernières semaines. C'est un joueur qui est encore loin d'être libéré et pleinement épanoui au sein du contexte de l'Olympique de Marseille cette saison, et c'est totalement compréhensible. Comme je l'ai dit et comme je l'ai répété pendant 5 minutes de cette vidéo, il y a des conditions préalables, mais il y a également une saison qui a été catastrophique à tous les niveaux pour l'Olympique de Marseille, même si elle tend à s'améliorer sur la fin de saison avec un potentiel sacre européen. C'est vraiment une saison difficile pour s'intégrer dans le collectif marseillais. Si encore il s'était intégré par exemple dans l'année 2 du projet d'Igor Tudor, un effectif et une mentalité d'équipe qui ressemblait à peu près à ses qualités, ça aurait peut-être été plus facile et tous les éléments qu'on a énumérés en première partie de vidéo auraient été atténués. Mais là, c'est un OM qui s'est sans cesse renouvelé, qui a sans cesse connu des crises et où autour de lui, c'était pas aussi joli que ça l'était de son côté personnellement. Moi, concernant Iliman Ndiaye, pour cette saison, j'attendais sincèrement d'être rassuré concernant ses qualités, concernant ce que j'avais vu à Sheffield, d'être sûr que c'était un joueur talentueux, de ce que j'avais vu en revisionnant ses matchs. C'est-à-dire un joueur qui était pétri de talent, qui avait clairement des qualités de percussion, qui était très bon dos au but, solide dans les duels, qui avait une grosse débauche d'énergie, notamment un gros impact que je trouvais sur le plan défensif avec les Blades. Et bien que j'ai été très loin d'être aussi impressionné que lorsque j'ai revu ces matchs de l'autre côté de la Manche, j'ai également été très loin d'être déçu et de m'être senti arnaqué par le joueur qui arrivait à l'OM, comme par exemple j'ai pu l'être avec Victor Vitinha. J'ai pu entrevoir par séquence, même sur certains matchs, et pas des moindres, comme par exemple contre Villarreal, ces mêmes qualités. La saison d'Iliman Ndiaye confirme pour moi avant tout que c'est un joueur pétri de qualité, et là son entrée récente contre l'Atalanta intervient comme une nouvelle preuve. Mais c'est un joueur de qualité et pétri de talent dont on doit en attendre plus, et c'est logique. Et là-dessus, on sera tous unanimes. Finalement, savoir si Iliman Ndiaye est ou non un flop, c'est conditionné par l'attente qu'on avait autour de sa première saison. Si vous pensiez au mois de juillet qu'il s'agissait du successeur d'Alexis Sanchez dont vous étiez orphelin, alors vous avez actuellement raison d'être déçu et de le considérer comme un flop parce que Iliman Ndiaye n'a pas été déterminant sur sa première saison. Mais là, vous faites peut-être une erreur autour du jugement ou de l'attente que vous avez émis autour d'Iliman Ndiaye. Peut-être avez-vous succombé au storytelling, à la hype qu'il y a eu autour de son transfert, à son arrivée à Marignane, je ne sais pas. Au contraire, si comme moi, vous considérez qu'il s'agit d'un jeune joueur avec du potentiel, avec une saison complète en Championship, avec des conditions préalables à son arrivée assez difficiles, qui rendent sa première saison d'adaptation difficile, plus difficile que prévu, et vous avez le droit également de vous sentir rassuré par certains éléments de sa première saison à l'Olympique de Marseille, tout en étant assez globalement plutôt déçu. Moi, finalement, ma réponse, elle est simple, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est pas un flop. Pour moi, sa première saison, elle est à la limite de la déception, mais prenant en compte le contexte, la saison globalement de l'Olympique de Marseille, je considère qu'on peut dire qu'il s'agit plutôt d'une saison qui sera oubliée, mais qui n'est pas non plus une saison, la saison d'un flop. Finalement, la saison la plus importante, c'est la saison prochaine, puisque normalement, la saison de l'intégration
la saison de l'adaptation devrait laisser place à la saison de la confirmation. Et pour ce faire, Iliman Ndiaye devra gagner en efficacité, puisque son bilan statistique cette saison n'est pas satisfaisant. Comme Ismail Assar, il fait partie de ces offensifs qui rendent la tâche difficile à l'Olympique de Marseille et qui rendent cette équipe encore plus dépendante de Pierre-Emerick Aubameyang, voire même de Chancel Mbemba devant le but adverse. Donc il va devoir gagner en efficacité. Également, selon moi, épurer son jeu, parce que pour moi, ce qui le caractérisait à Sheffield, c'était le fait de toujours faire les bons choix. Or, à l'Olympique de Marseille, et là on témoigne sa première mi-temps par exemple contre le Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui s'est souvent bizarrement renfermé dans la caricature du joueur de percussion qui a énormément de déchets dans son jeu. Et puis également, dernier point, mais je pense que sur celui-là on est tous d'accord, il s'agit de celui de la gestion du stress et des émotions qui lui a tant fait défaut cette saison. C'est donc la fin de cette vidéo sur Iliman Ndiaye. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous considérez, contrairement à moi, qu'Iliman Ndiaye est un flop, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, à suivre le contenu du média sur nos différents réseaux sociaux et à me dire quelle vidéo vous souhaiteriez voir à l'avenir sur la chaîne. N'hésitez pas également à me reprendre sur certains éléments de la vidéo si vous n'aimez pas certains éléments du format. Comme ça me permet de l'améliorer et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.